I'm very happy to say it's signed, the deal's all signed, and the strait is already partially open, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely open. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that with strong policing powers, and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה. אבל אני אומר לכם, אזרחי ישראל, המאבק לא תם ונשלם. Réaction de Benjamin Netanyahou à ce protocole d'entente qui mènerait à des négociations en vue de la paix. Il n'est pas très content. Il affirme la divergence d'opinion parfois avec M. Trump. Vous avez vu que M. Trump, à Évian, où se tient le G7, en présence du président Macron, a bien vendu ce protocole d'entente. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que la paix est imminente? Est-ce que le détroit d'Ormuz va vraiment être ouvert? Et qu'en est-il du contenu des négociations à venir? On a à l'idée, bien sûr, le dégel des fonds iraniens et puis, bien sûr, le programme nucléaire. Mes invités, Azeb Woldegorgis à Washington, Piotr Smolar également, Thomas Junot et Vincent Jeu. Bonsoir à vous quatre. Merci d'être avec nous parce qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais en même temps beaucoup de choses parce qu'on est censé avoir un protocole qui a été signé électroniquement, une petite page et demie que personne n'a encore vue et qui donne, semble-t-il, beaucoup d'espoir. Je fais un tour de piste très rapidement. D'abord, Azeb, est-ce que l'espoir de la paix règne à Washington? C'est sûr que les dirigeants à Washington, ici, tout le monde se réjouit là, qu'il n'y ait pas une escalade de violence dans la région. Mais ce texte, on parle d'un texte d'une page et demie, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ce que beaucoup de républicains disent, c'est écoutez, si c'est si extraordinaire, si c'est vraiment un pas historique, une avancée historique, ben pourquoi le texte n'est pas public? Pour le moment, on sait qu'on connaîtra les détails de cette entente d'ici 24 à 48 heures, donc beaucoup d'interrogations. Et pour vous, Piotr? Écoutez, un des facteurs dans cette histoire absolument dramatique pour les pays du monde, c'est le Obama Derangement Syndrome dont souffre Donald Trump, c'est-à-dire cette obsession qu'a Donald Trump de se distancer de ce que Barack Obama avait fait avec le JCPOA, l'accord sur le nucléaire qui avait été signé en 2015. Et aujourd'hui, on est dans une situation où l'administration Trump met en place une espèce d'orchestre de propagande pour assurer que c'est un accord fantastique, que les Iraniens vont faire des concessions majeures sur le nucléaire. En réalité, chaque phrase qui est prononcée en ce sens paraît s'affaisser sur elle-même. Il y a aujourd'hui de très grandes interrogations, en particulier sur deux points. Le premier, c'est l'argent dont l'Iran bénéficierait. Il est question de deux sommes. D'abord, l'argent, environ 20 milliards de dollars qui serait immédiatement dégelé dans un certain nombre de comptes en banque à l'étranger. Et puis la deuxième chose, c'est l'argent qui serait promis ensuite pour la reconstruction de l'Iran. Et par qui? Eh bien, par tout simplement les pays du Golfe que l'Iran a bombardés pendant plusieurs mois. Donc on est vraiment dans une construction extrêmement périlleuse, extrêmement fragile et qui pourrait très très bien s'écrouler assez rapidement. Oui, parce que Thomas Junot, je vous entends également là-dessus, parce qu'effectivement, on ne sait rien pour le moment. Est-ce qu'on peut quand même dire que c'est le retour à la case départ, à la veille de la guerre, alors qu'on négocie à Genève, on a bombardé quand même? Oui et non, c'est pas le retour à la case départ parce que les choses ont fondamentalement changé dans la région. L'entente qui a été annoncée hier, c'est pas un accord historique, c'est certainement pas un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, c'est une prolongation du cessez-le-feu et c'est une entente vague, mais une entente non contraignante pour réouvrir le détroit d'Ormuz. Au-delà de ça, il n'y a rien qui a été réglé, comme on l'a beaucoup répété. Mais ce n'est pas un retour au statu quo d'avant le 28 février 2026 parce que, fondamentalement, beaucoup de choses ont changé dans la région. La crédibilité des États-Unis a été entachée. Les relations entre les États-Unis et leurs partenaires régionaux vont être plus difficiles dans la région. Il y a des tensions entre les États-Unis et Israël. L'Iran, qui était déjà perçu comme étant hostile par ses voisins, va l'être encore plus. Mais aussi, la dynamique fondamentale dans le détroit d'Ormuz a changé. La menace de fermer le détroit par l'Iran le précédent a été créé et c'est une menace qui va continuer à peser sur le Golfe. Alors,
c'est pas un retour dans ce sens-là au statu quo. Alors, Vincent Hugeux, je vous pose également la question, mais en ajoutant ceci, en utilisant une expression que Donald Trump aime beaucoup, il l'a utilisée à l'égard de l'Ukraine. Est-ce que c'est l'Iran qui a les cartes, là, à la veille d'une signature, peut-être, ou pas, vendredi? Alors, la main de l'Iran a été incontestablement affaiblie par l'offensive israélo-américaine. Pour autant, et contrairement à ce que Donald Trump soutient, les maîtres du temps, aujourd'hui, sont les Iraniens. Ce n'est pas un hasard si la plus grande avenue de Téhéran s'appelle l'avenue Valiasr, qui est précisément l'avenue des maîtres du temps. Métaphoriquement, il me semble que cette signature électronique, donc virtuelle, n'a rien de fortuit. Tout n'est que virtualité dans cette histoire. On nous parle d'un accord cadre, on a donc maintenant le cadre, mais la photo est incroyablement floue. En fait, si on fait un pas de côté, on doit se dire qu'on vient donc d'instaurer un protocole au contenu mystérieux qui est censé ouvrir une séquence de 60 jours, qui en durera probablement 3 ou 4 fois plus. Les Iraniens sont experts en la matière. Séquence au cours de laquelle les belligérants doivent s'efforcer de régler les contentieux non résolus. Donc tous les contentieux, puisque aucun n'est résolu. Je citerai brièvement le nucléaire, évidemment, sous quel contrôle, l'uranium, quid de ces 440 à 450 kilos hautement enrichis, quel serait le rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour le contrôle en question, le programme balistique, rien, les affidés de l'Iran, affidés régionaux, le Hezbollah, le Hamas, etc., pas davantage. Même la gestion du Détroit semble revenir à Téhéran. Et on vient d'évoquer à l'instant, Piotr Mollard le mentionnait, ses avoirs. Et je termine sur un point que lui-même a évoqué, mais je crois qu'il est très important que nos téléspectateurs le comprennent. Lorsque Trump déchiquette en 2018 l'accord signé 3 ans plus tôt, ce n'est pas la teneur du texte qui lui importe, c'est l'identité du signataire. Et je suis d'ailleurs convaincu qu'il ignore à peu près l'essentiel de ce que ce fameux JCPOA disposait. Il est effectivement victime d'un syndrome psychologique assez massif. Son obsession, c'est de détruire tout ce que ce satané métis démocrate avait tenté de construire avec un bonheur inégal, comme on le sait, les Syriens s'en souviennent. Thomas, Junot, M. Trump, dans l'extrait qu'on a entendu brièvement, célèbre d'une certaine manière les nouveaux dirigeants iraniens. Qu'est-ce qui fait croire au monde, puisque plusieurs analystes, dont vous, je crois, nous disent que le nouveau régime est plus dur que le précédent, puis on a éliminé au premier jour de la guerre Ramini le père. Est-ce que les interlocuteurs vont jouer pur et dur? Mais je pense que le premier point sur lequel il faut insister ici, c'est que fondamentalement, c'est le même régime, c'est la même République islamique. Il y a des visages qui ont changé, il y a des noms qui ont changé, mais c'est un système qui est très institutionnalisé, qui a une profondeur importante au niveau de ses dirigeants militaires, cléricaux, civils, économiques. C'est un système qui avait des plans de contingence très élaborés pour remplacer des dirigeants en cas d'assassinat ou d'autres formes de disparition. Et on a vu ces plans de contingence-là fonctionner quand même assez bien au cours des premières semaines de la guerre. L'an dernier aussi, là, à un moindre degré en juin 2025. Donc, fondamentalement, c'est le même régime. On entend souvent M. Trump parler de changement de régime, parler de nouveaux dirigeants. C'est un exemple parfait de spin, de narratif que M. Trump veut essayer de construire pour présenter la guerre comme une victoire personnelle pour lui, mais c'est simplement déconnecté de la réalité. On dit souvent aussi beaucoup dans les médias depuis quelques semaines que le régime est plus dur qu'il l'était avant en raison de ces successions-là, que les nouveaux dirigeants sont plus durs que les précédents. Ouais. C'est un peu vrai, c'est pas faux. Il y a certains individus qui ont remplacé des prédécesseurs qui sont un peu plus des tenants de la ligne dure, des hardliners comme on dit, mais il faut pas en exagérer la portée. Ce qui a rendu le régime un peu plus dur maintenant que par le passé, c'est pas tant le résultat de la succession, c'est le résultat d'un changement de contexte géopolitique, ouais. C'est-à-dire que la pression extrême américaine et israélienne a convaincu les dirigeants en tant qu'institution, en tant que système, que la meilleure réponse, c'est l'intransigeance, la fermeté. Et c'est à ce niveau-là qu'on voit donc cette plus grande intransigeance. Et Azeb, avez-vous l'impression qu'en ce jour de 80e anniversaire, Donald Trump voulait se faire un cadeau et veut jouer la carte de la victoire de son côté?
quelles sont les retombées? Comment on accueille ça à Washington? Est-ce que ça fait déjà des tensions, même dans ses rangs? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas comment il va négocier le nucléaire, on ne sait pas comment il va négocier le dégel des fonds, on ne sait pas comment il va négocier la dimension balistique. En fait, on ne sait rien. Oui, voilà. En fait, il voulait annoncer en grande pompe le jour de ses 80 ans, avec ses matchs, vous savez, d'arts martiaux mixtes, que voilà, s'il y a eu une entente avec l'Iran, mais beaucoup de faucons conservateurs, comme le sénateur Lindsey Graham, qui dit qu'ils auraient voulu vraiment une victoire militaire décisive, un changement de régime. Parce qu'au début de cette guerre, rappelons-nous, hein, Benjamin Netanyahu avait dit à Donald Trump, écoutez, l'inaction, c'est pire que de ne pas agir, donc il faut absolument agir, que ça va se faire assez rapidement, qu'il va y avoir un changement de régime, les Iraniens vont manifester dans les rues, et ça va être un peu le même scénario qu'au Venezuela finalement. Puis là, au 107e jour de la guerre, si vous voulez, on est toujours un peu au point de départ, c'est-à-dire que certains parlent même de défaite peut-être des États-Unis, parce qu'il n'y a pas eu de changement de régime, c'est toujours le même régime. Les Iraniens se sont rendus compte qu'ils avaient un levier incroyable avec le détroit d'Ormuz, qui pouvait avoir un impact sur l'économie mondiale, donc ça c'est quelque chose qui a quand même changé pour les Iraniens. Et puis Piotr en a parlé un peu plus tôt, on parle même de reconstruire l'Iran, que c'est les pays du Golfe qui vont payer la reconstruction en Iran, un genre de plan Marshall, a même dit Lindsey Graham, en disant que c'est le monde à l'envers. Donc c'est sûr que J.D. Vance, le vice-président, a mis quand même des bémols en disant que bon, il faut quand même que l'Iran puisse répondre à toutes les conditions pour qu'on puisse discuter de ce 300 milliards de dollars de reconstruction. Mais quand même, on se retrouve aussi à quelques mois des élections de mi-mandat, d'une guerre extrêmement impopulaire, et c'est toujours un peu l'impasse, parce que les diables sont dans les détails, et tout ceci va être discuté durant les 60 jours là, qui sont prévus dans ce protocole d'entente. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Et puis il y a aussi l'inconnu, Israël, qui ne veut pas se retirer. Enfin, une des demandes, une des conditions, c'est qu'Israël se retire du Sud-Liban. On l'a vu, Benjamin Netanyahou n'est pas convaincu, donc il y a une division aussi entre les États-Unis et Israël, donc il y a tout ça qui n'est pas vraiment réglé. Donc plusieurs, même, on a entendu Marco Rubio, Pete Hegseth, c'est quand même des proches de l'administration Trump, ne sont pas convaincus là, par ce protocole d'entente. Donc je pense que les prochains jours vont quand même être intéressants là. Est-ce qu'Israël, Piotr, peut faire tout échouer? Alors, Benjamin Netanyahou est dans une configuration politique assez dramatique parce qu'on sent bien qu'il est, après une très, 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 très longue carrière politique, il est un petit peu en bout de course. Et il y a cette séquence post-7 octobre qui, d'une certaine façon, est aujourd'hui en train de se conclure de façon très dramatique. Après avoir vraiment mis à bas une grande partie des moyens du Hezbollah, après avoir assisté à la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie, après avoir assisté aussi au très large démantèlement militaire du Hamas, même si l'organisation demeure. Israël pensait avoir vraiment accompli une sorte de nettoyage des menaces dans son plus proche environnement. Or, le prix à payer pour ça, ce qui apparaît à la lumière de cette guerre qui a été menée en Iran, où Benjamin Netanyahou ne s'est pas focalisé juste sur le démantèlement du programme nucléaire iranien, mais il a rêvé comme un faucon à la chute du régime, eh bien le prix à payer pour Israël aujourd'hui, c'est peut-être une sorte d'éloignement, voire de rupture historique avec son partenaire, avec son protecteur américain. Et ça, c'est absolument dramatique pour l'État hébreu, non seulement pour son armée, qui ne peut pas fonctionner correctement et avoir les mêmes ambitions sans le soutien du Pentagone, mais plus généralement pour le peuple israélien. Oui, parce que le peuple israélien, Benjamin Netanyahou a toujours évidemment plaidé, Vincent Jules, le droit d'Israël de se défendre devant l'Iran, qui a toujours appelé à sa destruction d'Israël. Donc, Israël, maintenant, peut-on imaginer cette rupture totale avec les États-Unis? Parce que la menace demeure, non? Oui, mais vous savez, Donald Trump est quelqu'un... théâtrale, dont on a eu un exemple tout à l'heure dans le propos de Benjamin Netanyahou, est révélatrice de l'étroitesse du sentier qui est le sien désormais à quelques semaines d'élections cruciales. Il sait que son sort dépend du verdict des urnes et que les procédures judiciaires le visant pourraient être réactivées en cas d'échec, de non-reconduction à la primature. Voilà pourquoi il parle d'un anéantissement d'Israël qui aurait été évité grâce évidemment à sa vaillance et à sa bravoure. Le problème, c'est que la disjonction des trajectoires
entre Israël et les États-Unis est maintenant patente. Elle est peut-être surjouée parfois, hein, pour des raisons, là encore, électoralistes, mais elle se heurte à une évidence opérationnelle. Si Donald Trump veut en finir avec le traquenard par lui-même tendu, c'est une chose. Il veut en sortir à tout prix. Israël suggère que l'État hébreu est prêt à faire la guerre en solo, puisque les objectifs assignés à cette offensive conjointe n'ont pas été atteints. Le problème, c'est que en matière militaire, Israël ne peut pas mener une campagne de longue durée contre l'Iran sans le soutien militaire américain. Ou même Notamment parce ouais. qu'on manque au niveau de Tsahal, l'armée israélienne, d'avions ravitailleurs qui permettent de donner au raid le rayon d'action suffisant. Donc, il va continuer de dire qu'il est Monsieur Iran, hein, c'est un surnom qu'il revendique depuis des années, mais il n'a pas les moyens de sa bravoure affichée. Très bien. Alors, Azeb, on va se laisser là-dessus. Une dernière question pour vous. Est-ce que Donald Trump, d'après vous, parie gros en disant que le détroit d'Ormuz va être ouvert dès vendredi, que c'est la paix, que c'est réglé, que la guerre est finie, en terminant quelques secondes? Pour lui, c'est ça, et c'est ce qu'il espère, et s'il veut aussi que ses partisans, ses électeurs le croient quand il veut vraiment en terminer avec cette guerre-là, il fait tout son possible. D'ailleurs, le prix du pétrole a quand même baissé depuis cette annonce-là. Il a dit que ce ne sera pas lui qui va signer l'accord, mais J.D. Vance vendredi en Suisse. Donc, c'est des négociations qui vont se faire, j'imagine, en coulisses avec Israël, avec le Téhéran, et les prochains jours vont être quand même cruciaux au point de vue des négociations. Alors, merci d'avoir fait le point avec nous tous les quatre ce soir, puis on va continuer à en parler encore très longtemps. Merci à vous. Au revoir.